Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 45e épisode, nous recevons Joël Gombin, cofondateur de Datactivist, société coopérative et participative qui travaille à ouvrir les données et à les rendre utiles. Bonne écoute. Joël Gombin, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de la coopérative Datactivist. Qu'est-ce que c'est Datactivist? Pourquoi une coopérative? Beaucoup de questions viennent. Ouais. Écoute, le mieux c'est de raconter l'histoire. Donc en fait, je suis le cofondateur de Datactivist puisqu'on était deux avec Samuel Guetta à créer Datactivist en 2016. Et en fait, Samuel, je le connais depuis longtemps. On était étudiants à Sciences Po Ex tous les deux, donc voilà, je le connais depuis cette époque. Et puis ensuite, on a chacun fait nos vies. Et en 2015, 2016, ouais 2015. On se retrouve tous les deux dans le sud de la France après avoir quitté Paris. En fait, Samuel, un petit peu avant moi, a suivi sa femme qui avait trouvé un job à Aix-en-Provence. Et puis moi, j'ai suivi la mienne qui avait trouvé un job à Marseille, enfin à côté de Marseille. Et donc, on se retrouve tous les deux dans le sud de la France, chacun à faire des thèses et à se dire, bah, on verra bien sur place qu'est-ce qu'on pourra faire. Et on s'est retrouvés ensemble à faire des cours à Sciences Po Ex, euh, de cartographie de controverses, des trucs comme ça. Et puis du coup, on a pas mal tchatché. Et Samuel finissait une thèse à Télécom Paris Tech sur l'open data. Et moi, j'ai essayé de faire une thèse, j'ai jamais réussi, spoiler alert, mais j'ai essayé de faire une thèse en sociologie électorale. Et j'ai beaucoup travaillé à partir de données publiques qui se sont progressivement ouvertes au cours de ma thèse, des résultats électoraux, des données sociodémographiques, des données géographiques, ce genre de choses. Et donc pendant ma thèse, j'ai appris à traiter ces données, à les analyser, à les visualiser, les modéliser, etc. Et puis du coup, je me suis aussi intéressé un peu indirectement au statut de ces données pour donner un exemple un peu concret. Quand j'ai commencé à travailler en sociologie et géographie électorale en 2004-2005, ouais, 2005, pour obtenir les résultats du recensement, par exemple, il fallait écrire à l'INSEE par la poste, leur envoyer un chèque et ils vont renvoyer un CD-ROM sur lequel il y avait les données dans un format qui n'était pas du tout ouvert à l'époque. Il fallait acheter un logiciel qui s'appelait Beyond, je crois, 2020, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'était extrêmement compliqué d'accéder à ces données. Puis si vous vouliez des données géographiques pour représenter ces données sociodémographiques, eh ben, il fallait écrire à l'IGN qui, pareil, vous vendait assez cher les contours géographiques des communes ou des subdivisions administratives qui vous intéressaient, etc. Et puis j'ai vu progressivement toutes ces données être disponibles sur Internet, être progressivement disponibles gratuitement, librement, etc. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé. Et à mon modeste niveau, comme apprenti chercheur, j'ai aussi poussé pour pouvoir faciliter l'accès à ces données. C'est ça le mouvement de l'open data, en particulier de l'injonction qui est faite aux administrations d'ouvrir le plus possible leurs données. Voilà, exactement. Alors moi, je l'ai vu d'abord côté recherche, en fait, côté scientifique, mais ça s'est fait de manière assez parallèle, et puis avec des institutions qui sont à la frontière entre les deux. Hein. L'INSEE en est un bon exemple. Et donc avec Samuel, on parle beaucoup d'open data, et puis progressivement, de fil en aiguille, on en arrive à la conclusion. On est donc en 2015-2016 que que le moment est peut-être bon pour professionnaliser un petit peu l'ouverture des données publiques, parce que à cette époque-là, l'ouverture des données, c'est ce qu'étudiait Samuel dans sa thèse, c'était assez largement le fait souvent d'agents publics ou de salariés dans les organisations, mais qui étaient
eux-mêmes très convaincus, très militants, qui le faisaient parfois sur leur temps perso. En tout cas, c'était rarement dans le cadre d'un mandat explicite de leur organisation, dans le cadre de leur fiche de poste, etc. Et donc, on se dit, bon, bah, ok, on voit que l'open data, ça commence à s'institutionnaliser. Hein. Etalab avait été créé en 2011. Euh, Henri Verdier arrive à la direction d'Etalab en 2013 et relance le mouvement, un peu avec une nouvelle dynamique, etc. Il y a la loi pour une république numérique qui est dans les tuyaux, qui n'est pas encore adoptée, mais qui est dans les tuyaux en 2016, qui va poser le principe d'ouverture par défaut des données publiques. Et donc on se dit, OK, il va y avoir un changement d'échelle, et donc il va y avoir besoin d'aide, en fait, besoin d'accompagnement. Et c'est l'objet qu'on a donné à Data Activist de se dire, ben, on va aider les organisations qui veulent ouvrir leurs données ou qui veulent réutiliser des données ouvertes. Donc c'est un peu comme ça que naît Data Activist. Le nom lui-même vient d'une lecture qu'on aimait beaucoup tous les deux, qui est un livre collectif qui s'appelle Statactivisme, et qui est un livre, enfin qui est un ouvrage de recherche, hein, qui est un ensemble des contributions de recherche, mais qui porte sur des acteurs assez variés qui ont utilisé l'outil statistique comme outil de lutte politique. Donc, par exemple, les collectifs de chômeurs, souvent alliés à des statisticiens de l'INSEE, qui ont lutté sur la définition de ce que c'est que le chômage et comment on le compte. Grosso modo, il y a des gros enjeux là-dessus, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, on s'est dit, bah, ouais, nous aussi, on aimerait bien que l'open data, ça puisse servir à de l'émancipation, ça puisse servir à changer la société, etc. Donc, on a créé ce terme de data activiste. Et donc, pourquoi une coopérative? Bah, en cohérence avec ça, en fait. Nous, on avait envie que l'open data, ça puisse être quelque chose qui puisse être au service du bien commun, finalement, voir que ça constitue un commun. À l'époque, cette notion de commun était moins répandue qu'aujourd'hui et il était moins évident que l'open data pouvait constituer un commun numérique. Mais on a commencé cette réflexion-là. On n'était évidemment pas les seuls. Et donc, on s'est dit, ben, en fait, c'est assez cohérent de faire une coopérative, c'est assez cohérent avec ces principes-là. Par ailleurs, Samuel avait vécu aux États-Unis dans un habitat coopératif, il avait adoré, donc il avait vraiment envie de décliner ce principe-là. Et puis moi, je m'intéressais aussi pas mal aux coopératives, j'avais une socialisation politique plutôt libertaire, on va dire, donc c'était assez, voilà, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on a créé une coopérative. Donc voilà un peu ce que c'est que Data Activist. Donc ça, c'est en 2016. On a officiellement créé Data Activist fin 2016, vers octobre-novembre 2016. Et aujourd'hui, presque 7 ans après, c'est une coopérative de plus d'une vingtaine de salariés qui travaille toujours évidemment sur les sujets d'ouverture des données et de réouverture des données publiques, mais qui plus largement s'intéresse à la contribution que peuvent avoir les données au bien commun et à l'intérêt général. Donc, on a un petit peu élargi notre champ d'action sur des notions connexes. Par exemple, on travaille pas mal sur les données de la recherche et la science ouverte. On travaille sur des notions au-delà d'ouverture des données, de gouvernance des données, de partage de données. On travaille aussi sur les questions de transparence algorithmique. Voilà, on a un petit peu élargi notre champ d'action, mais le projet reste, je crois, assez proche de ce qu'il était au départ. Oui, l'idée du data activisme, c'est, si je la comprends bien, que les données sont intrinsèquement politiques, de nature politique, et un enjeu de pouvoir, hein, et que à la fois ça représente, bah, comme tu l'as dit, un argument statistique, quand on peut définir la donnée ou définir ce qui est la juste donnée, la manière de la compter et la manière de la transmettre, eh ben, déjà on oriente ou on réoriente les problèmes publics, et puis c'est aussi un acte symbolique de savoir quelle est la donnée qu'on ouvre et quelle est la donnée finalement qu'on laissera de côté parce que, par exemple, intermédiaire, donc non définitive, non explicitée, ou parce que sous le couvert de différentes formes de secret. Mais ici, l'idée,
si j'ai bien compris, c'est que les pouvoirs publics, eux, sont tenus en fait de rendre des comptes. Ouais, en fait, on peut même situer, enfin, placer la discussion en amont de la question d'ouverture et se dire c'est déjà un choix politique que de savoir quelles données sont produites ou pas. Euh, Par exemple, on a une collègue, Maëlle Fouquenet, qui s'intéresse beaucoup à la question des données et du genre. Et le fait, lorsqu'on collecte des données, de collecter des choses sur le genre ou pas, est une décision extrêmement politique parce qu'elle permet de donner à voir ou pas des inégalités de genre. Alors évidemment, on peut remplacer le genre par d'autres variables, hein, mais c'est assez flagrant sur le genre. Euh, donc euh, donc oui, les données sont un sujet intrinsèquement politique, à la fois par la visibilité ou la manière de construire tel ou tel problème public, et puis plus largement parce que aujourd'hui, les données constituent une forme d'infrastructure, et donc, enfin, les données sont un outil à la fois de pouvoir et d'empouvoirment, d'empowerment, comment on dit en anglais. Euh, Si on prend un projet comme OpenStreetMap, par exemple, c'est assez flagrant. On voit bien que euh, construire la carte du monde est par définition même une opération de pouvoir. Pendant très longtemps, ça a été le monopole des États. Hein, c'est essentiellement les États qui étaient capables de faire des cartes. Euh, Ensuite, éventuellement, ça a été le monopole de quelques très grandes entreprises, très puissantes. Et puis, aujourd'hui, c'est une opération potentiellement distribuée et à laquelle peuvent participer tous les citoyens et surtout dont peuvent bénéficier tous les citoyens. Donc de ce point de vue-là, par exemple, je pense qu'OpenStreetMap a une portée politique absolument incroyable et dont assez peu de gens, au final, ont conscience. Euh, on le sait peut-être davantage sur des projets comme Wikipédia, par exemple, mais voilà, à titre personnel, je pense qu'OpenStreetMap euh, est un projet d'une importance et d'une ampleur assez hallucinante. Mhm. Et finalement, ouvrir les données, on l'entrevoit, c'est pas tout. C'est-à-dire que la donnée, elle peut être ouverte, mais si c'est un fichier, un tableur de format privé qui est dans un site qui n'a pas du tout la même structure que celle de l'institution voisine, finalement, c'est un travail de dingue de la récupérer. Et donc, finalement, il faut la nettoyer, la rendre opérable, la rendre accessible, la documenter, l'insérer dans des systèmes plus larges, hein. Et ça, c'est tout un travail que vous faites, hein. Ouais, bah, effectivement. Alors, Samuel Guetta, là, mon cofondateur, et Jérôme Denis ont écrit hein, des choses sur le travail invisible des données. Effectivement, il y avait sans doute pas mal de naïveté parmi les fondateurs du mouvement de l'open data, de se dire, bah, ok, il suffit d'appuyer sur le bouton et on ouvre les données. En fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que l'ouverture des données n'est pas un simple changement du statut d'accès à des données, mais que ça implique beaucoup de choses du point de vue effectivement du travail à faire en amont de l'ouverture, du point de vue également du travail à faire en aval par les réutilisateurs potentiels, ce qui explique aussi une part de la frustration qu'il peut y avoir lorsque l'ouverture se fait ou ne se fait pas d'ailleurs, de se dire ah bah tiens, ça produit pas forcément tous les effets qu'on avait imaginés tout de suite, ou ça produit pas tous les usages qu'on avait anticipés. Je pense en réalité qu'on en est qu'au tout début de cette histoire-là. C'est-à-dire que on a aujourd'hui à la fois des configurations administratives et des configurations techniques, des systèmes d'information qui sont absolument pas pensés historiquement pour l'ouverture, euh, qui sont même souvent pas pensés pour produire de la donnée. Il faut savoir que l'administration est une immense machine à produire du document voilà, papier qui a été aujourd'hui pour une large partie numérisé, mais en fait numérisé sans du tout repenser les usages, hein. C'est-à-dire qu'on garde la forme du document administratif. On a juste mis un PDF à la place d'un document papier, mais la logique reste la même.
Et donc, c'est une logique qui est assez orthogonale à celle de la donnée, à telle enseigne d'ailleurs que parfois on est obligé de faire des trucs un peu absurdes. Euh, Nous, on a des missions, par exemple, dans lesquelles on est chargé de récupérer en skypant et de dossiériser, donc de lire de manière automatique le texte dans des PDF euh, pour reconstituer des bases de données qui appartiennent à l'administration, en prenant des actes administratifs, des arrêtés, des délibérations, des choses comme ça. Et puis il y a des business qui se sont montés ces dernières années autour de cette idée-là. Donc c'est un truc un peu absurde quand on y réfléchit, mais voilà, qui est la réalité. Et donc je pense que quand on regardera ça dans quelques décennies, on en sourira parce que progressivement, on arrivera sans doute à reconfigurer au moins les systèmes d'information, les administrations peut-être plus difficilement, mais encore que, autour de la donnée, en mettant la donnée au centre. Mais on voit que c'est un truc qui est pas simple, y compris dans des environnements nativement numériques. Quand on reprend ce que raconte Tim Berners-Lee sur le web des données, par exemple, ben, le web, c'est un truc qui est nativement numérique, mais même dans cet environnement du web, construire le web des données tel que Tim Berners-Lee l'a décrit, par exemple, ben, on voit que c'est très compliqué, que bah, en fait, aujourd'hui, on a un web qui est essentiellement un web de documents, etc. En tout cas, que la couche de sémantisation des données, elle est très compliquée à mettre en œuvre, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont prendre du temps. Mais en même temps, c'est normal. Si on réfléchit à la temporalité de l'impact de l'invention de l'imprimerie, par exemple, ça se mesure en siècles. La manière dont la réforme, voilà, toutes les conséquences sociales, politiques, historiques de l'imprimerie se sont mises en place, c'est à une échelle séculaire. Donc, je pense que voilà, il est compliqué aujourd'hui de pouvoir tirer un bilan de tout ça. Mais pour en revenir à ta question initiale, en tout cas, oui, voilà, dire j'ouvre des données, c'est pas juste prendre un fichier et le mettre sur le mettre sur un portail web ou juste dire OK, je donne accès à ce fichier-là. Ça implique effectivement un travail et ça l'impliquera de plus en plus à mesure aussi que les attentes augmenteront. C'est-à-dire, au début, on a dit ben, l'ouverture des données, c'est juste mettre un fichier en CSV et lui coller une licence ouverte par-dessus. Et puis en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que bah, ok, CSV c'est bien, mais en fait, ce serait un peu mieux si on avait une couche de sémantique là-dessus, qu'on était capable de comprendre. Donc sémantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, donner un sens à ce qu'il y a dans ce fichier CSV ou peu importe le format du fichier, mais en tout cas se dire, bah, ok, quand dans le fichier il y a marqué ça, je suis capable d'avoir un référentiel qui m'explique que ça s'interprète de manière automatique, etc. Et donc ça, c'est un travail qui est encore beaucoup plus compliqué, qui aujourd'hui est très peu fait, mais plus on ira et plus c'est ce genre de choses qu'on attendra, en fait. Que quand on a une adresse, eh ben, on soit capable de la relier à un référentiel géographique, que quand on a une unité, on soit capable de le lier à un référentiel d'unité, que quand on a une entité, on soit capable de le relier à une entité, etc. Mais on en est loin. Pour prendre un exemple, si aujourd'hui je vais sur data.gouv.fr, donc le portail open data du gouvernement, les producteurs, je parle même pas des jeux de données qui sont dessus, mais les producteurs des jeux de données, les gens qui publient les jeux de données, aujourd'hui on n'a pas de référentiel là-dessus. Donc il y a marqué quelque part, par exemple, je sais pas, un ministère de telle chose, mais en fait cette notion-là n'obéit pas à un référentiel. J'ai pas d'identifiant unique qui permet de dire euh, en fait, ça renvoie à telle entité, sachant qu'en plus les ministères, bah, leur périmètre, il change à chaque remaniement ministériel, que des fois c'est un ministère, des fois c'est une direction d'administration centrale, des fois c'est un service au sein d'une direction, etc. Donc sur des choses aussi
entre guillemets simple que ça. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, et si on essaie de faire ça, c'est déjà très compliqué. Donc, il y a beaucoup de travail encore devant nous, et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, c'est jamais fini, et on peut toujours aller plus loin, et les potentialités à terme sont extraordinaires. Tu as un petit peu parlé des administrations, mais plus globalement, qui sont vos clients? Alors, c'est très largement des administrations, hein, 85-90% de notre chiffre d'affaires, c'est du secteur public. Donc aussi bien au niveau de l'État, on travaille ou on a travaillé pour d'assez nombreux ministères ou établissements publics de l'État, que au niveau des collectivités territoriales. On travaille pour beaucoup de travail ou a travaillé pour beaucoup de collectivités territoriales. Au-delà du secteur public, après il nous arrive, mais c'est plus ponctuel, de travailler soit pour des entreprises. Alors ça va depuis la TPE jusqu'à du très grand groupe. Mais sur le secteur privé, c'est aussi assez souvent des associations ou des ONG, ou voilà, ce type d'acteurs. Nous arrivait assez régulièrement de bosser sur des sujets de plaidoyer, par exemple, de choses comme ça. Voilà. Mais pour l'essentiel, c'est quand même du secteur public. Et on l'entrevoit dans l'anecdote que tu as faite tout à l'heure, vos clients sont aussi vos fournisseurs. Oui, d'une certaine manière, des fournisseurs de données, oui. Après, pas nos fournisseurs dans un sens marchand, parce qu'on leur achète rien, mais oui, effectivement, c'est des clients, mais voilà, on aime bien, et c'est quelque chose, je pense, qu'on va essayer de développer, de creuser de plus en plus. Effectivement, les considérer comme des partenaires autant que comme des clients, parce que certes, il y a une relation contractuelle, il y a une relation marchande, mais au-delà, il y a surtout une volonté commune d'aller dans une certaine direction. Et on travaille, enfin, comme on est une coopérative, on a aussi cette chance finalement de pouvoir se dire, ok, ça c'est des choses qu'on a envie de faire, ça c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, on sera de plus en plus sélectif quelque part sur ce qu'on accepte de faire ou pas. Et comment votre métier s'inscrit entre la science des données en général et le data journalisme? Alors c'est une bonne question. Nous, on a plusieurs métiers en fait. Le cœur de notre métier, c'est quand même plutôt un métier d'accompagnement et de conseil, hein. On est essentiellement un cabinet de conseil. Mais effectivement, dans ce cadre-là, on est quand même amené régulièrement à devoir traiter des données pour le compte de nos clients, parfois pour notre propre compte. Et dans certains cas, ça peut relever effectivement de la data science. Alors, on met des choses assez diverses derrière ce terme de data science, mais euh, parfois ça en relève vraiment, y compris dans un sens assez fort de data science, hein, soit pour le compte de client, mais plutôt pour notre propre compte. Par exemple, on a développé un prototype dans le cadre de notre recherche-développement, un prototype de ce qu'on a appelé une conciergerie de données, donc qui est en fait un chatbot qui nous permet de trouver plus facilement des données, parce que aujourd'hui l'un des gros enjeux de l'open data, et c'est un enjeu qui ne sera que croissant à mesure que de plus en plus de données seront ouvertes, c'est la découvrabilité des données. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de données ouvertes, mais finalement pour trouver les données qu'on cherche, c'est aussi de plus en plus difficile, en particulier parce qu'on a constaté, on l'a documenté, que la qualité des métadonnées des données ouvertes est très faible. On a très peu de métadonnées en fait, et généralement, et c'est assez logique, ces métadonnées sont rédigées dans un langage, dans un jargon qui est celui des producteurs de données, et qui n'est pas nécessairement le même que celui des réutilisateurs. Donc, par exemple, toi, tu vas vouloir chercher la localisation de tous les barrages
en France. Donc toi, tu vas chercher barrage sur ton portail de données préféré, mais en fait, pour les producteurs, c'est pas des barrages, ce sont des usines de production hydroélectrique, par exemple. Euh, et donc, si toi tu cherches barrage, tu vas rien trouver. Et donc, ce prototype de conciergerie de données qu'on a produit, c'est un chatbot qui en fait est capable, à partir du terme barrage, de savoir faire une extrapolation en disant, en fait, barrage, c'est un terme qui est proche de celui d'usine hydroélectrique, d'usine de production hydroélectrique. Donc, je fais la requête aussi sur ce mot-clé-là, sur ce mot-clé-là. Ce qu'on appelle de l'expansion de requête. Donc là, c'est vraiment de la data science, enfin, c'est du traitement automatique du langage. Derrière, donc on a un collègue qui fait ça. Et puis, dans d'autres cas, il s'agit plutôt effectivement de mettre en récit des données, de les valoriser. Donc, euh, nous, en général, on est plutôt là pour faciliter la valorisation par d'autres des données, mais il nous arrive assez régulièrement de la faire nous-mêmes ou de l'accompagner. Donc, par exemple, on est en train de finir une mission pour une métropole, la métropole européenne de Lille en l'occurrence, euh, qui voulait un petit peu explorer le potentiel de l'analyse et de la visualisation de données en interne pour ces services. Et on a travaillé sur les données RH, donc super intéressant, essentiellement sur les compétences, les métiers, les fiches de poste d'une grosse institution, d'une grosse collectivité territoriale comme la métropole européenne de Lille. Et on a construit un outil d'exploration, de visualisation de ces données, donc sur des logiques d'analyse de réseau, d'analyse de graphes, à vocation interne pour pouvoir justement naviguer un peu dans les ensembles de compétences, les liens avec les métiers, etc. Et donc on a des compétences en interne, on a plusieurs collègues qui sont d'anciens data journalistes ou parfois encore un petit peu. Voilà. Et c'est vrai que le data journaliste était vraiment c'est intéressant que tu évoques ce terme-là parce que ça a été aussi un peu vraiment l'une des figures tutélaires du réutilisateur de données ouvertes, notamment dans la version de l'open data qui se met en place en France à partir de 2013, quand Henri Verdier devient directeur d'Etalab, puis directeur interministériel du numérique, où on a un open data qui est très orienté vers la transparence, vers l'intérêt général, etc., par opposition, entre guillemets, à l'open data qui est pensé plutôt par l'équipe Fillon en 2011, au tout début, quand Etalab est créé en 2011, etc. On a plutôt un open data qui est très pensé vers l'innovation, la création de valeur économique, les startups, etc. Cette dimension-là, elle disparaît pas ensuite, mais elle passe un peu au second plan. Et donc, c'est vrai que dans la version 2013, c'est vraiment le data journalist qui est un peu la figure centrale du réutilisateur. Je pense qu'on en revient un petit peu aujourd'hui, même si voilà, ça existe toujours. Mais c'est vrai que ça a eu ses grandes heures, y compris parce qu'il y avait aussi une production éditoriale qui a été très riche à une époque, je pense à l'époque d'OVNI par exemple, qui a été vraiment une espèce d'incubateur de la data visualisation et du data journalisme en France, voilà, qui a formé des tas de gens. Nous, on a la chance chez Data Activist d'avoir un ancien d'OVNI en la personne de Sylvain Lapoix. Euh, mais, euh, mais ouais, donc ouais, on a un petit peu tout ça, même si voilà, nous, on n'est pas une boîte ni de data scientist ni de data journaliste. On en a dans les deux cas, mais c'est pas le cœur de notre métier. Il y a à côté de ça des boîtes de data science et de data journalisme qui existent aussi. Vous êtes une vingtaine, disais-tu, avec des profils variés, qui viennent d'un peu partout? Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que ça fait aussi un peu partie de l'ADN de Data Activist, c'est on est un peu une équipe de moutons à cinq pattes, au sens où, alors pas au sens euh, hyper, enfin de dire on est tous des gens incroyables et hyper rares, c'est pas ça que je veux dire, mais on a tous, je crois, dans l'équipe quasiment des trajectoires qui sont pas rectilignes,
qui sont assez riches de leur diversité et de leur transversalité. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que tous on apprécie et qui nous rend heureux aussi dans notre travail. Et c'est vrai que, tu vois, bon, ben, on y en a beaucoup, enfin, on est un certain nombre quand même à avoir fait un passage significatif par le monde académique et à en être sorti ensuite ou pas complètement sorti d'ailleurs pour certains, hein, parce que on continue de faire de la R&D. Samuel Guetta, avec qui on a cofondé Datactivist et maître de conf associé à Sciences Po, on continue à beaucoup travailler avec le monde académique. On a des anciens agents publics qui sont venus, certains qui ont, on a une collègue qui a été archiviste, puis DPO, puis qui a travaillé chez nous. On a une collègue qui est une ancienne archéologue reconvertie en géomaticienne. Effectivement, plusieurs anciens data journalistes. On a là l'une de nos dernières recrues a fait une thèse en histoire moderne, puis a bossé dans un labo de physique. Enfin, là, la toute dernière arrivée qui est arrivée avant-hier, elle a fait de l'imagerie médicale. Enfin, tu vois, on a quand même vraiment des parcours très variés. Parce qu'on a l'impression que ce que vous cherchez, c'est avoir des gens qui ont appris à travailler les données de toutes les façons possibles. Il n'y a pas y a pas de filière qui amène à ça? Ou c'est là justement le fait de ne pas se cantonner à une filière qui crée vraiment la richesse chez vous? Alors, pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de filière. Il commence à y avoir des filières de formation, effectivement, un peu spécialisées sur ces sujets-là. Il y a plusieurs universités ou écoles qui ont créé des masters, par exemple, dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, on prend régulièrement des apprentis ou des stagiaires, etc., dans ce domaine-là. C'est vrai que dès que tu recherches un petit peu plus de seniorité, bah forcément, il y avait pas de formation spécifique là-dessus. Mais au-delà de ça, je crois que ouais, ça fait partie vraiment de notre ADN, de pas vouloir s'enfermer dans des silos ou dans des choses très rectilignes et de plutôt valoriser ce genre de trajectoire parce que voilà, elles nous paraissent très riches. Elles sont aussi souvent la preuve d'une grande capacité d'adaptation qui est utile et nécessaire en fait dans notre métier. Et voilà, je crois que c'est quelque chose que nos clients et partenaires apprécient chez nous. Ouais, pour le dire clairement, on n'est pas une boîte de consultants en costard cravate, tous sortis d'écoles de commerce ou d'ingénieurs et qui ont fait que ça. On a des collègues qui sont sortis d'écoles d'ingénieurs, hein, par exemple, c'est pas tout le sujet, mais voilà, on n'est pas dans cet univers-là et c'est pas quelque chose dans lequel on a envie de rentrer, quoi. Et vous avez des façons de travailler particulières, du coup? Ouais, je pense, ben d'abord, je pense qu'on aime bien explorer et inventer des trucs, peut-être un peu trop parfois parce que bah, du coup, c'est vrai que quand tu passes beaucoup de temps à explorer, à inventer, à créer des nouveaux trucs et tout, bah, voilà, c'est pas forcément la manière de faire qui est la plus rentable. Tu capitalises pas forcément suffisamment sur ton travail, etc. Mais bon, c'est aussi ce à quoi on prend plaisir. C'est aussi souvent pour ça qu'on vient nous chercher parce qu'on va venir avec des cahiers des charges ou des expressions de besoin très spécifiques, très nouvelles, très exploratoires, etc. Et voilà, ça nous plaît bien. Autre spécificité, je pense qu'on travaille de manière très horizontale, très décloisonnée et parfois à la limite de l'autogestion. Euh, voilà, là encore, c'est à la fois une force et sans doute à certains égards une faiblesse. Et puis on apprend aussi en marchant, donc on a commencé à deux, aujourd'hui on est plus d'une vingtaine, donc forcément c'est pas exactement les mêmes manières de travailler. Un truc aussi, c'est que
dès qu'on a créé Datactivist avec Samuel en 2016, on a tout de suite créé la boîte en fonctionnant en remote, donc en travaillant à distance, de manière très asynchrone, en communiquant beaucoup par écrit. Alors aujourd'hui, c'est sans doute moins original depuis le Covid, mais voilà, disons que la manière dont beaucoup de boîtes ont appris à travailler après le Covid, souvent un peu contrainte et forcée, ben nous on le faisait depuis 2016 assez nativement, ce qui veut dire aussi que les 20 et quelques collègues que j'évoquais tout à l'heure, bah, ils sont dans toute la France, même parfois à l'étranger. On a une collègue qui est à Valence en Espagne. Euh, voilà, donc c'est une manière intéressante de travailler. Certes, un peu moins original, enfin un peu moins rare aujourd'hui qu'il y a quelques années. Encore que, on voit quand même qu'il y a une sorte de backlash, hein, et que il y a une sorte de retour à l'ordre, je dirais, sur le fait d'être au bureau, de travailler en présentiel, etc. Importante dans pas mal d'organisations. Et vos travaux, vos publications, les services que vous pouvez éventuellement mettre à disposition, on les retrouve facilement? Ouais. Alors, nous, on essaie évidemment de publier tout ce qu'on peut. Alors, il y a une petite difficulté, ce qui est lié au fait que bah, dans le modèle du conseil, en fait, ou de la prestation intellectuelle de manière générale, la propriété intellectuelle des livrables, elle appartient à ton client, en fait, elle t'appartient pas à toi. Mais bon, voilà, disons qu'on essaie de jouer avec ça et soit de convaincre nos clients de publier les productions qu'on réalise pour leur compte sous licence ouverte, soit à chaque fois qu'on le peut, nous-mêmes de les publier directement sous licence ouverte. Donc sur notre site, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses sur notre dépôt GitHub aussi. Alors, on n'est pas très très bon sur le faire savoir, donc on n'est pas hyper fort en com et en valorisation de tout ce qu'on a fait. Là, on y travaille aussi en ce moment pour pouvoir mieux valoriser, mieux capitaliser sur tout ça. Mais ouais, il y a pas mal de choses qui se baladent. Et d'ailleurs, quand on regarde, je regarde de temps en temps les stats de visite de notre site, et on s'aperçoit que des trucs qu'on a créés il y a longtemps, au tout début de Datactivist, continuent d'être parmi les plus visités, alors qu'on n'en fait absolument plus la promotion, voire on l'a jamais faite. Enfin, tu vois, par exemple, on a des supports de formation AR qu'on a créés en 2017, qui continuent de vivre leur vie et qui sont parmi les trucs les plus visités qu'on a en ligne. C'est assez rigolo. Ouais, mais c'est vrai que R est en train de trouver une nouvelle vie aussi avec l'INSEE dont tu parlais, qui est en train de se mettre à R, par exemple. Ouais, ça fait des années même qu'ils sont dans ce mouvement-là. En fait, tous les jeunes qui sortent de l'ENSAE maintenant sont formés à R, hein, et ils n'ont plus du tout envie de bosser avec SAS. Et donc, ouais, ça fait quelques années, mais ça monte pas mal en puissance, y compris. Enfin, c'est intéressant parce que moi, je suis ça depuis assez longtemps, ce qui se passe en termes de pratique à l'INSEE et de rapport à R, etc. Moi, j'ai commencé R assez tôt. J'ai commencé R, je pense, en 2000, je sais pas, 2009 par là, 2008-2009. Donc il y avait assez peu de gens en France qui le faisaient. En tout cas, c'était clairement restreint au monde académique et à certains segments du champ académique. Euh, et, euh, et par exemple, à l'INSEE, pendant longtemps, ceux qui faisaient du R, c'était vraiment sous le manteau, etc. Et puis maintenant, l'INSEE a une politique assez proactive, en fait, de soutenir ça, de réserver du temps au développement de packages ou d'outils, voire sur de l'infra. Hein, je sais pas si tu as suivi ce qu'a fait l'INSEE avec Onyxia, par exemple. C'est un truc assez incroyable, vraiment très cool, qu'ils ont développé. Donc oui, c'est sûr que tout ça se développe, mais là, tu vois, le support dont je te parlais, il date de 2007, de 2017. Je pense qu'il est plus du tout à jour. Il y a des trucs qui sont plus du tout au goût du jour et tout, mais voilà. En tout cas, on croit beaucoup au pouvoir de l'ouverture. On essaie de se l'appliquer à nous-mêmes autant que possible, avec les mêmes contradictions que tout le monde, hein.
sans aucun doute. Mais voilà, c'est vrai que du coup, des fois, les gens nous regardent un peu avec des grands yeux. Je me rappelle, on a une collègue à un moment donné qui est repartie assez vite, mais qui voulait absolument nous convaincre de quand on mettait des contenus librement accessibles, tu sais, de mettre la page d'inscription avant où tu récoltes l'email des gens et tout avant qu'ils puissent télécharger le truc. Je crois que ça s'appelle le content marketing. Et on l'a regardé, on dit bah non, nous on fait pas ça quoi. No way. Elle était désespérée parce que son boulot c'était de développer. À l'époque, on voulait développer une offre pour le secteur privé, donc elle voulait générer des leads, tu vois. Et on lui dit bah ouais non ça on fait pas, désolé quoi, c'est pas possible. Tu disais que le mouvement était sans doute encore à ses débuts, le mouvement de l'open data encore à ses débuts, et il y a encore beaucoup d'enjeux en fait qui vont naître ou qui sont en train de naître. Et en particulier, on parle énormément en ce moment des algorithmes des institutions publiques. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup? Ouais. Ouais. Alors, pour clarifier, je pense que c'est pas simplement le mouvement de l'open data qui est à ses débuts. Je pense que c'est plus largement la révolution des données et la question du statut des données qui n'en est qu'à son début, en particulier du point de vue ne serait-ce que du point de vue des images mentales en fait qu'on utilise, des métaphores qu'on utilise. Tu vois, on continue de parler encore de propriété des données. Je pense que c'est une image, enfin une métaphore qui est très mal adaptée à la question de la donnée, pour plein de raisons, parce que c'est un bien qui est non rival, parce que c'est un bien dont la valeur augmente à mesure que tu l'utilises et non pas diminue, etc. Euh, et du coup, ça impose d'avoir des représentations mentales, mais aussi un encadrement juridique. Euh, Tu vois, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de définition juridique de ce que c'est qu'une donnée. Euh, Il y a des bouts sur la donnée personnelle, par exemple, mais qui montrent bien justement que cette question de la propriété, le fait d'appréhender la question des données par la propriété intellectuelle, etc., est pas forcément le bon bout. Le, le, la réglementation européenne qui est en train d'arriver sur le Data Governance Act est très intéressante de ce point de vue-là, parce que justement, elle crée des nouveaux statuts euh, autour de la donnée et de la circulation de la donnée, sur la notion d'espace commun de données, sur la notion d'altruisme de données, etc. Enfin, voilà. Et là, il y a des vrais enjeux sur comment tout ça va prendre place dans la durée. Mais pour en revenir à ta question, effectivement, il y a les données, puis il y a ce qu'on en fait. Et aujourd'hui se pose de plus en plus la question algorithmique. Alors, comme souvent en France, on est dans un paradoxe qui est qu'on a une réglementation qui est très en avance, très en pointe, puisque la loi pour une république numérique dès 2016 crée un véritable cadre juridique autour de l'emploi par l'administration d'algorithmes et créer un cadre qui est à la fois protecteur pour les individus, puisqu'il crée un certain nombre de droits pour les individus assez calqués du droit CADA en fait, du droit autour de l'accès aux documents administratifs, de la redevabilité que l'administration doit aux individus. Donc la loi dit qu'en fait, chaque fois que l'administration utilise un algorithme pour prendre une décision individuelle, que ce soit à l'égard d'une personne physique ou d'une personne privée, et ben, elle doit être capable d'expliquer en fait quel algorithme elle a utilisé, comment, avec quelles données en entrée, quel traitement, etc. Donc c'est très ambitieux et d'un autre côté, la mise en œuvre en fait de tout ça est aujourd'hui extrêmement faible, pour ne pas dire inexistante. Alors ce serait faux et ce serait pas juste pour tous ceux qui ont fait des efforts de dire que c'est inexistant, mais en tout cas il y a encore un gap énorme entre l'ambition politique posée par la loi Le Maire en 2016 et la réalité aujourd'hui. Euh, et donc ouais, donc nous c'est quelque chose auquel on s'est intéressé depuis 2 ans à peu près, je dirais, euh, et sur lequel
On a fait une mission toujours pour la métropole européenne de Lille. On a un peu justement exploré comment ça peut se passer concrètement dans une collectivité territoriale, de vouloir identifier les algorithmes qui sont utilisés, de vouloir les documenter, etc. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est un sujet sur lequel, pour l'instant, nous, on observe qu'il y a peu de traction en France, quoi. Il y a peu de demandes. Et aussi peut-être parce que, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est assez intéressant. Euh, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres pays qui ont une réglementation sur le sujet aussi forte que la nôtre. Mais par contre, souvent, il y a plus de choses qui sont faites. Alors, beaucoup via le point d'entrée de l'intelligence artificielle. Quand on regarde à Londres, à Amsterdam, en Finlande, qui sont un peu les cas les plus avancés qu'on a aujourd'hui sur la transparence algorithmique. C'est des algorithmes plutôt au sens IA, alors avec toute l'ambiguïté ou le flou sémantique qu'il peut y avoir derrière ce terme, hein, et ce que ça recouvre exactement. Mais en tout cas, disons sur des algorithmes assez complexes. Là où en France, finalement, on a plutôt tendance à commencer par des algorithmes assez simples, qui sont en fait des algorithmes souvent assez mécaniques, assez déterministes, qui vont traduire de manière informatique des critères posés par la loi ou par des règlements. Donc voilà, et c'est vrai qu'en France, je trouve que la société civile s'est assez peu emparée de ce sujet-là, à quelques exceptions notables près, tu vois, genre Parcoursup qui a eu beaucoup de visibilité, etc. Mais au-delà voilà, de deux ou trois algos très emblématiques comme ça, c'est un sujet sur lequel je trouve que la société civile aujourd'hui est en France assez faible, alors que dans d'autres pays européens ou même aux États-Unis, le débat démocratique me semble plus vif sur ces sujets-là. Une dernière question. Qui trouve les idées pour vos stickers? Alors, merci de poser cette question. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, on est très, très fiers de nos stickers. Parfois, on dit en plaisantant que, en fait, on fait data activiste principalement pour pouvoir faire les stickers, parce que tout le reste est juste une couverture. Non, c'est très collectif. Je dois à l'honnêteté de dire que Samuel une capacité à sortir des blagues pourries assez forte. Donc, il est à l'origine d'un certain nombre d'entre eux, mais sinon, c'est très collectif. On se fait soit des séances de brainstorm, soit voilà, dès qu'il y en a un qui a une idée, il la note quelque part. Et donc voilà, ça vient d'un peu tout le monde. Merci beaucoup, Joël Gombin. Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'était chouette. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.